Je m'appelle Isor Breteau, je suis chef de clinique en spécialité d'anesthésie-réanimation et actuellement en réanimation chirurgicale à Trousseau. Alors, moi je suis un pur produit tourangeau, je suis ancienne externe de Tours, ancienne interne de Tours. Donc voilà, j'ai tout fait à la faculté et donc je continue à l'hôpital de Tours maintenant. Donc voilà, j'ai fait un parcours relativement classique. Je suis passée par ce qui s'appelait la PCEM1, la dernière année, avant que ça devienne la PACES, et puis après externat classique et internat ECN en croc, la dernière version aussi, et puis l'internat classique avant la nouvelle réforme. Déjà le classement, j'avais pas un classement accessible pour des très grandes villes d'anesthésie-réanimation. Donc après, il y avait les petites villes, enfin les petites et moyennes villes, Tours étant loin d'être une petite ville. On va être obligé de recommencer la question. Ils sont en train Donc oui, pour avoir choisi Tours, la première chose ça a été le classement à l'ECN. J'avais pas le classement pour avoir des grandes villes comme Paris ou Bordeaux. Donc il me restait l'accès aux petites et moyennes villes. J'avais beaucoup écumé les stages d'anesthésie et réanimation pendant mon externat, donc j'ai pas eu trop d'appréhension. Je savais que la formation y était bonne, et donc je suis restée un peu casanière, un peu chez moi. Quitte à être dans une moyenne ville, autant être dans celle que j'aime bien. Donc je suis restée à Tours comme ça. Donc la nouvelle maquette, donc on a une année, la maquette dure 5 ans au total. 1 an de phase socle, durant laquelle on fait passer les internes sur... alors ça dépend des villes, mais à Tours en tout cas on fait passer les internes dans un service minimum de gynécologie obstétrique pour qu'ils apprennent tout ce qui est anesthésie obstétricale et prise en charge des femmes enceintes et des complications de l'accouchement. Et à chaque fois, chaque année, c'est un stage d'anesthésie couplé à un stage de réanimation, 6 mois et 6 mois. Ça c'est la phase socle, donc plutôt réanimation, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais pour l'anesthésie, ils doivent faire une anesthésie obstétricale. Et après, pour la phase suivante, la phase d'approfondissement, chaque année est un petit peu thématique. La première année, il faut faire de l'anesthésie orthopédique minimum 3 mois. La troisième année, donc la deuxième année d'approfondissement, il faut qu'ils fassent de l'accès des voies aériennes difficiles, donc soit de l'ORL, soit de la chirurgie maxillofaciale. Et la dernière année de la phase d'approfondissement, ils doivent faire de la pédiatrie. Donc ça, c'est les 4 piliers anesthésiques, on va dire. Le reste, ils peuvent panacher sur ce qu'ils veulent, en fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction des types d'anesthésie qu'ils aiment, du type de patientèle, du type de technique anesthésique. Ils se diversifient selon éventuellement aussi ce qu'ils veulent faire plus tard, s'ils savent déjà quelle surspécialisation ils veulent faire. Et en parallèle, ils ont tous les ans un stage de réanimation de 6 mois, que ce soit de la réanimation de type médecine intensive réanimation, de la réanimation chirurgicale polyvalente, de la réanimation chirurgicale spécialisée, ou même des réanimations polyvalentes de centres de périphérie, comme ça peut être le cas à Blois ou à Chartres, par exemple. Bon, en anesthésie-réanimation, pour moi, la première qualité vraiment à avoir, c'est d'avoir envie de travailler en équipe. En anesthésie-réanimation, que ce soit en anesthésie ou en réanimation, on va forcément travailler en équipe. En anesthésie, on va travailler en collaboration avec les chirurgiens, avec les équipes de bloc opératoire, avec ses propres collègues. Il faut être capable de gérer les collègues, de savoir aussi trouver sa place. Et en réanimation, on travaille très étroitement avec les infirmières et les aides-soignants, peut-être plus que dans beaucoup de services où on est vraiment avec eux 24/24. Donc il faut savoir, enfin si on a envie de travailler tout seul, c'est absolument pas la spécialité. Une autre qualité que je pense qu'il faut avoir, c'est être capable de ne pas stresser trop. C'est une spécialité qui peut très bien se passer, heureusement, 99% des anesthésies se passent bien, mais que ce soit l'anesthésie ou la réanimation, il y a des moments où il faut être très bon, très vite, répondre et pas se laisser submerger par le stress, parce que
Il y a des moments où on n'a pas le temps de se dire bon, je vais me poser 20 minutes le temps que ça se calme. Non, il faut réagir tout de suite. Et donc, si on n'a pas cette envie d'avoir de temps à autre un shoot d'adrénaline parce qu'il a fallu réagir, régler le problème rapidement, si on veut vraiment s'éloigner de ce genre d'émotions, je pense qu'il ne faut pas faire d'anesthésie-réanimation. C'est pas très tranquille. Je suis tombée par hasard dans une réanimation en 3e année pour mon stage de chirurgie. J'avoue, quand je suis arrivée au début de mon externat, au début de ma médecine, je voulais faire chirurgie. Et mon stage de chirurgie, on m'a mis en réanimation neurotraumatisé crânien. Je faisais la tête. J'avoue, je faisais la tête de ne pas aller au bloc opératoire. Et en fait, j'ai adoré ce stage. J'ai adoré ce qui était fait, la réflexion qu'on avait au lit des patients, le fait qu'on avait des patients qui étaient cliniquement extrêmement graves. C'est idiot, mais j'ai un côté visuel, et le fait de voir le patient très grave et de le voir s'améliorer, sortir de réanimation, il était dans le coma, il est réveillé, c'est un côté extrêmement gratifiant. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Et donc après, en tant qu'externe, j'ai arpenté tous les stages de réanimation qui étaient possibles d'avoir, sauf ceux de pédiatrie, parce que je ne m'orientais pas vers la pédiatrie. Et pour la partie anesthésie, j'ai discuté avec ceux qui étaient anesthésistes réanimateurs. Je ne me voyais pas faire une autre spécialité avant. Et je m'étais dit que l'anesthésie-réanimation, si un jour j'en avais marre de la réa, ce qui m'avait attiré en premier dans le truc, je me plairais très bien en anesthésie si jamais un jour j'avais envie de calmer un petit peu le jeu et d'arrêter d'avoir des patients dans le coma tous les 2 jours et de juste faire des temps de sagesse ou des blocs opératoires plus complexes, mais voilà, plus calme. Les points positifs, alors c'est un peu redondant avec ce que j'ai dit avant, le fait de travailler en équipe. J'ai vraiment adoré quand j'ai commencé à être externe, quand je passais dans les stages de réanimation, cette relation qu'il y avait entre les médecins et les paramédicaux que je ne retrouvais pas forcément dans tous les services. Je trouvais qu'il y avait une nécessité de cohésion d'équipe que j'aimais beaucoup, parce que le patient il est vraiment critique et il n'y a pas le temps de se tirer dans les pattes. Et donc je trouvais que ça j'aimais beaucoup, donc ça c'est un point positif, c'est le travail en équipe, le fait d'être ensemble. Le côté extrêmement gratifiant quand ça se passe bien, de voir un patient qui était grave, très très grave, en réanimation et qui sort vivant, ou même parfois, même quand on fait de l'anesthésie, le côté gratifiant d'arriver pour poser une péridurale à une dame qui est en train d'accoucher, qui n'en peut plus, et à mesure que la péridurale fait effet, en un quart d'heure, on voit son visage se détendre et la première chose qu'elle nous dit c'est merci. Voilà, il y a des moments, même si on dit que l'anesthésie c'est un métier de l'ombre, et c'est vrai que normalement le patient il remercie son chirurgien de l'avoir opéré et pas son anesthésiste d'avoir réussi à l'endormir parce que ça tombe un peu sous le sens. Mais quand on voit des patients qui se réveillent et qui ont pas mal, ou même si le patient ne nous le dit pas, on a un côté un peu gratifiant de se dire on a bien fait notre travail. Donc il y a un feedback qui est très rapide par rapport à mes collègues d'autres spécialités où parfois le temps que les patients s'améliorent, il faut des traitements, c'est des mois de traitement. Nous, c'est assez immédiat, c'est pour les gens impatients. L'anesthésie-réanimation, on a la réponse rapidement. Dans les points négatifs, le premier que je peux citer, c'est les gardes. Voilà. Quand on fait de l'anesthésie-réanimation, au moins pour la première partie de sa carrière, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son internat, on sait qu'on va faire des gardes, on sait qu'on va en faire beaucoup par rapport, alors moins que nos collègues de spécialité chirurgicale, plus que nos collègues de spécialité médicale, sans aucun doute. Mais il faut s'attendre à faire des gardes une grande partie de sa vie en tant qu'anesthésiste réanimateur. Donc ça peut poser problème. Et ce que je dirais comme point négatif, c'est de la même façon que ça peut être très gratifiant quand ça se passe bien, on peut avoir des situations extrêmement difficiles à vivre chez des personnes jeunes ou des personnes à qui il arrive des choses difficile, parfois c'est juste une chirurgie réglée et il se passe l'événement qui n'arrive jamais. Ça peut être difficile et ça peut être un point négatif qu'il faut être prêt à accepter et à gérer. Alors quand il s'agit d'anesthésie, ça dépend le mode d'activité de l'hôpital ou de la clinique si vous travaillez en privé.
À l'hôpital, très souvent, vous suivez un patient, vous le voyez en consultation, c'est pas forcément vous qui allez l'endormir. En clinique, c'est plus souvent un suivi continu. Mais sur de l'anesthésie, on va dire que c'est 45 minutes la consultation, le bloc opératoire, vous le suivez 24 heures, et puis si vous souhaitez, vous pouvez le suivre les 48-72 premières heures pour vous assurer qu'il soit bien soulagé, que la partie anesthésie, analgésie est bien gérée, qu'il n'y ait pas de complications de ce que vous avez fait. Ça, c'est plutôt en anesthésie, et puis après, vous ne suivez pas les patients, puisque normalement, si vous avez bien fait votre travail, les problèmes liés à l'anesthésie, 24 heures après, il n'y en a plus. En réanimation, c'est plus variable, ça dépend de la durée de séjour des patients. En général, les patients, ils aiment pas trop, ils reviennent pas souvent nous voir parce que la réanimation, ça rappelle rarement des bons souvenirs. Donc il y en a quelques-uns qui viennent nous voir et on est content, mais le plus souvent, ils disparaissent et on est d'un côté content de ne pas les revoir parce qu'on sait que souvent, s'ils viennent nous voir, ils reviennent nous voir dans les lits. On n'a pas envie de les revoir. Même les patients qu'on aime beaucoup, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils sortent de la réanimation parce que ça veut dire qu'ils vont mieux. Donc le suivi des patients, il est un peu limité, même si on aimerait bien à distance à Tours faire ce qui se fait dans d'autres villes, c'est-à-dire des consultations de suivi post-réanimation justement pour voir comment vont nos patients à distance. Alors c'est une relation qui est très particulière. On va commencer par l'anesthésie. En anesthésie, l'anesthésie reste encore dans la tête des gens comme quelque chose d'inquiétant. Très souvent, on a la question mais si je ne me réveille pas, est-ce que vous êtes sûr que je vais me réveiller? Bon, alors très souvent, moi, quand ils me disent ça, je leur réponds que si je ne suis pas sûre de les réveiller, je ne les endors pas, ça évite les paperasses à faire. En général, ça les détend un petit peu. Donc voilà, en anesthésie, il y a vraiment une relation de confiance qui doit s'instaurer. C'est une vraie relation de lâcher prise. Les patients, ils vont nous laisser les mettre dans le coma, parce que l'anesthésie, c'est ni plus ni moins qu'un coma maîtrisé. Donc ils vont nous laisser les mettre dans le coma avec la confiance qu'on va les en réveiller sans séquelles. Donc maintenant, de plus en plus, les gens sont confiants. Mais il y a quand même une génération qui a été endormie à l'éther, qui se souvient de l'histoire de chasse qu'on avait sur les anesthésies des années 50, ce qui, sur le temps d'une vie, en anesthésie, on a l'impression que c'est la préhistoire. Sur le temps d'une vie, il y a des gens encore vivants qui ont connu ces anesthésies-là. Donc, il y a une relation de confiance à établir et c'est parfois extrêmement subtil selon le caractère de la personne. Est-ce que c'est des gens qui aiment beaucoup être dans le contrôle, être dans le lâcher-prise, se laisser guider? Pas du tout. Est-ce qu'ils veulent savoir absolument tout ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ne veulent pas du tout savoir? Après, les familles, en anesthésie, rarement on voit avec eux, sauf dans le cadre de la pédiatrie. Et auquel cas, c'est pareil, c'est une relation de confiance parce que le stress que les parents vont communiquer à l'enfant, c'est un stress qui va ressortir au moment où on va l'endormir. Donc si les parents absolument confiance en nous et qu'ils partent avec le grand sourire, les enfants ont en général un peu plus de facilité à venir avec nous et à venir jouer dans le bloc opératoire avant d'être endormis. Ça, c'est la partie anesthésie, donc vraiment une relation de confiance qui est très, très nuancée, d'autant plus maintenant avec l'hypnose, avec les équipes qui font de l'hypnose, où là c'est encore un niveau au-dessus de trouver la gamme parfaite sur laquelle jouer avec ces patients-là. Et puis en réanimation, c'est très différent puisque c'est vraiment un endroit où le patient il est dépossédé de tout. On ne les habille pas pour des raisons de clinique, c'est-à-dire qu'ils ont juste une chemise de patient, mais c'est pas comme dans les services où ils peuvent avoir leurs vêtements personnels, leur pyjama. Ils sont parfois attachés pour ne pas, dans leur sommeil, retirer les machines, les cathéters, etc. Donc c'est vraiment une relation qui est très différente où il faut qu'on leur explique, leur faire sentir non pas un sentiment de dépossession et de privation de liberté, mais un sentiment de leur expliquer que tout ça c'est pour être en sécurité. Donc ça, avec les patients, ça peut être difficile, même si on n'a pas le problème qu'ont nos collègues de spécialité médicale d'adhésion au traitement. Nos patients, quand ils sont gravissimes, ils ne sont pas en état de dire non, excusez-moi, je voudrais tel traitement plutôt que tel autre. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher sur Doctissimo les effets secondaires. Ils sont trop graves.
Et avec les familles, là c'est encore autre chose parce qu'on parle d'appeler des familles à 4 h du matin en disant voilà, je vous appelle parce que votre papa qui est chez nous depuis 3 semaines, là il se dégrade très fortement, j'ai peur qu'il ne passe pas la nuit, est-ce que vous pouvez venir? C'est très particulier de réveiller les gens pour leur annoncer ce genre de choses. Donc avec les familles, on a des entretiens, c'est parfois difficile. Très souvent, on est accompagné de nos équipes paramédicales pour ne pas être seul. Parce que prendre la détresse d'une famille de plein fouet, c'est plus simple quand on est plusieurs à la partager. Mais on a aussi parfois de beaux moments quand on accède à une petite demande d'une famille et qu'on voit les sourires sur leur visage, sur les visages des patients. On peut avoir des vraies relations avec eux aussi. Quand les patients restent très longtemps, on finit par les connaître très bien. C'est tout juste si on ne demande pas des nouvelles des enfants chez les patients qui restent vraiment très longtemps. Donc, voilà, on a toute la palette de nuances. Oui, alors les responsabilités, on a énormément de responsabilités. Alors, en anesthésie, c'est la responsabilité de plonger un patient dans le coma et de le réveiller 2 heures après et qu'il ne se rende compte de rien. C'est la responsabilité du tour de magie. Le chirurgien peut lui avoir ouvert le visage pour lui mettre des plaques, etc. Le but, c'est qu'il se réveille comme s'il se réveillait d'une sieste, à peu de choses près. Donc ça, c'est la responsabilité côté anesthésie, et de faire en sorte qu'il est pas mal les jours suivants. Donc, et que les pathologies qu'il pouvait avoir avant, est-ce que ce monsieur est cardiaque, est-ce que cette dame a une BPCO, le but, c'est de faire en sorte que tout se passe comme un vol d'avion. Le décollage, tout va bien, vol de croisière, atterrissage, bonne journée, bonnes vacances, profitez bien du soleil et des parasols. Donc ça, c'est la responsabilité en anesthésie, c'est de faire en sorte, il y a un de nos professeurs qui dit notre responsabilité en anesthésie, c'est de faire en sorte que l'anesthésie soit un non-événement, qu'on n'en parle pas. J'ai été opérée de la vésicule, j'ai été endormie pour être opérée de la vésicule, on s'en fiche. Donc c'est notre but en termes de responsabilité. En réanimation, c'est différent. On a la responsabilité de savoir quand est-ce qu'il faut continuer et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. On réanime des gens, on est face à des gens dans des situations critiques. Il faut parfois qu'on soit capable de se poser, de se dire non, là ce qu'on fait c'est déraisonnable. On va trop loin. Cette personne, déjà, elle n'aurait pas souhaité ça, la famille nous l'a dit. Ou qu'est-ce qu'on lui offre comme avenir si jamais, quand bien même il sortait de réanimation? Est-ce qu'il sortira de réanimation? Est-ce que là, ce qu'on fait, c'est pas prolonger de 3 semaines un séjour en réanimation sans aucun espoir de rentrer à la maison? Et donc on a des problèmes éthiques régulièrement. Alors maintenant, depuis la loi Leonetti, les choses sont cadrées. Ça permet de ne plus avoir ce que certains de nos collègues plus anciens ont été obligés de faire, c'est-à-dire de prendre des décisions seuls au milieu de la nuit, de se dire bon là c'est déraisonnable. Maintenant, avec la loi Leonetti, les choses sont cadrées et on peut dire voilà, on est toute l'équipe. On a parlé à un médecin extérieur spécialiste de la pathologie du patient ou à nos collègues d'une autre réanimation. Oui, on continue, ça paraît logique, ça paraît éthique. Le patient est jeune, on peut lui donner une chance. Ou non, maintenant, il faut qu'on s'arrête, c'est déraisonnable, c'est pas lui rendre service. Donc ça nous arrive, je vais pas dire une fois par semaine, mais régulièrement. Et ne serait-ce que le coup de fil de nos collègues urgentistes ou d'autres spécialités qui nous disent voilà, j'ai un patient, il a tel âge, il est en train de décompenser, est-ce que tu le prends en réanimation? C'est une responsabilité éthique de se dire oui ou non, c'est raisonnable au vu de ses antécédents, de son âge, etc. Est-ce que je vais lui rendre service ou est-ce que de toute façon je le précipite dans le mur? Alors, réanimation médicale, réanimation chirurgicale, la dichotomie, elle se fait surtout dans les centres, dans les CHU ou dans les gros centres comme l'hôpital d'Orléans, l'hôpital du Mans, des centres avec vraiment beaucoup de passages. C'est quand on commence à faire la distinction entre les patients qui nécessitent de la réanimation sur des problèmes exclusivement médicaux, les décompensations de BPC ou les grippes, les Covid, qui étaient initialement plutôt orientés vers la réanimation médicale avant
que tout le monde soit obligé d'en faire. Les patients qui ont des problèmes neurologiques, une méningite, etc. Tout ça, c'était plutôt réanimation médicale. La réanimation chirurgicale, c'est à partir du moment où on a besoin d'une réanimation ultra spécialisée dans quelque chose où des chirurgiens peuvent avoir leur mot à dire. Ça peut être les réanimations neurochirurgicales, comme il y a à Bretonneux, où ils prennent en charge les ruptures d'anévrisme, les AVC malins qui nécessitent qu'on fasse des craniectomies pour libérer la pression. Ça, c'est pour Bretonneux. À Trousseau, on a une réa de neurotraumatisés crâniens, donc de la même façon, qui peuvent nécessiter la présence de neurochirurgiens. Nos 2 réanimations de Trousseau font des polytraumatisés, donc qui nécessitent des chirurgiens digestifs, vasculaires, orthopédiques. Il y a une réanimation de chirurgie cardiovasculaire, donc avec les post-opératoires de pontage orthocoronarien, de changement de valve, de greffe cardiaque. Il y a une réanimation brûlée aussi. Toutes ces réanimations qui vont nécessiter à un moment le concours d'un chirurgien, ça c'est la réanimation chirurgicale. Nos collègues de réanimation médicale ont plutôt des contacts avec des spécialités médicales. Les infectiologues, les pneumologues, les oncohématologues, très souvent, c'est plutôt les patients, les collègues de la réanimation médicale qui vont avoir ce genre de discours. Donc voilà, les 2 dichotomies se font, mais ça se fait plutôt en CHU ou en gros centre. Si vous allez dans des réanimations plus périphériques, donc d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux départementaux, vous allez à Blois, vous allez à Chartres, vous allez à Bourges, il n'y a pas suffisamment de patients en réanimation pour s'amuser à couper qui est à toi, qui est à moi. Et là, vous avez des gens des 2 formations. Vous avez des anesthésistes réanimateurs avec des gens qui ont des formations de réanimateurs médicaux, qui travaillent tous ensemble avec des patients divers et variés. Alors, MIR et AR, donc c'est l'ancienne différence réanimateurs médicaux, anesthésistes réanimateurs. Nous, anesthésistes réanimateurs, on n'a pas changé dans la réforme du 3e cycle. On est resté anesthésiste réanimateur, donc on fait à la fois de l'anesthésie et de la réanimation. Autrefois, les réanimateurs médicaux, c'était des gens qui avaient fait une spécialité et qui faisaient une surspécialisation, ce qu'on appelait les desks. Vous pouviez être anesthésiste réanimateur et faire un desk de réanimation médicale, mais vous pouviez être néphrologue, infectiologue, cardiologue, interniste. Voilà, pneumologue. En général, c'était ces spécialités-là, c'était plus rare que les gériatres, enfin de la réanimation médicale. Mais voilà, et donc c'était des gens qui avaient déjà une spécialité médicale et qui voulaient se spécialiser en réanimation et qui donc faisaient cette surspécialisation. Quand il y a eu la réforme du 3e cycle, les desks ont disparu et donc il a été décidé de fusionner la partie réanimation médicale, ce desk, et d'en faire un DES à part entière, donc la médecine intensive réanimation, la MIR. Et donc on a une année de tronc commun, maintenant les internes ont une année de tronc commun, MAR-MIR, et au bout de la première année, les cursus divergent un petit peu. Nous, on fait, comme j'ai dit, de l'anesthésie 6 mois, de la réanimation 6 mois, là où les collègues de MIR font des stages de réanimation et en plus font des stages de spécialité médicale, de la cardiologie, de la pneumologie, de l'oncohématologie. En général, ils essaient de faire en sorte de cibler leur maquette pour s'orienter vers une partie qui les intéresse le plus. Je vais essayer de faire un peu plus de stages de cardiologie parce que c'est la réanimation cardiologique qui m'intéresse. Ou je vais faire plus de stages de pneumologie. Ouais. Ça, c'est pour la partie formation. Après, maintenant avec la réforme MAR-MIR, là où les réanimateurs médicaux avaient une spécialité à part entière et pouvaient décider de revenir à cette spécialité, ça reste flou pour la MIR. Normalement, ils vont avoir des passerelles si jamais un jour, parce que la réanimation, c'est rigolo quand on a 25, 30 ans, parfois plus, il y en a qui ont fait toute leur carrière, mais il y a aussi des gens qui à 45 ans disent bon alors maintenant, je vais arrêter la réanimation. Et donc, c'est en cours de développement pour les équipes de MIR. Je pense que mes collègues que vous interviewerez pourront vous en dire un peu plus. Pour l'instant, ils sont assez exclusivement sur leur formation sur de la réanimation médicale. Et après, ils se diversifient. Alors, en
si on prend la partie bloc opératoire, il y a le geste que tout le monde imagine, qu'il y a l'intubation, hein, bien évidemment. Les poses de voie veineuse, à force d'en poser tous les jours, on est un peu, voilà, on est capable de trouver des espèces de tout petits trucs et de dire non mais ça c'est un boulevard. Plus vous avancez dans votre cursus d'anesthésie et plus ça devient une honte d'aller mettre un pli du coude. Donc voilà, c'est un peu notre fierté d'être capable de perfuser un peu tout, même si bon, il y a des gens qui n'arrivent pas à perfuser, tout le monde. Et puis il y a les abords veineux centraux et artériels, cathéters centraux, cathéters de dialyse, pose de chambre implantable, de PAC. Maintenant les PICC line et les midline, les voies veineuses centrales posées sur le bras. Donc on pose de plus en plus. On peut rajouter à ça à partir du moment où on s'éloigne, enfin on passe plus du bloc vers la réanimation, les drainages pleuraux, tout ce qui est drainage pleuraux, l'échographie, on fait de plus en plus d'échographie, on fait de l'anesthésie loco-régionale, on est capable d'endormir qu'un bras, qu'une jambe pour une chirurgie, ou même un patient qui est passé par la fenêtre et que le temps que le bloc opératoire puisse s'occuper de lui, et ben on peut lui endormir la jambe pour pas qu'il ait trop mal. On pose des capteurs de pression intracrânienne. On fait de la fibroscopie bronchique. Alors, avec les autres praticiens, on est en permanence en train de discuter avec eux. En anesthésie, on est en permanence en train de discuter avec les chirurgiens. Quand on voit un patient à la consultation d'anesthésie, c'est un grand classique. Vous avez des problèmes de cœur? Non, non, depuis que j'ai mes stents, tout va bien. Mais vous n'avez pas vu votre cardiologue depuis quand? Oh, bah depuis 3 ans. Allô, monsieur le cardiologue, est-ce que vous voulez pas revoir le patient avant qu'il aille au bloc opératoire? De rediscuter, voilà, on est en permanence en discussion pour préparer le terrain sur une anesthésie. Quand il y a des patients qui ont des maladies complexes. Quand on est en réanimation, on appelle tout le monde, on appelle les chirurgiens, les infectiologues. Donc on a beaucoup de relations avec les autres spécialités. Il faut accepter de se dire qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne peut pas connaître tout et qu'il faut être capable de demander aux autres leur avis. Alors très souvent, on se surspécialise dans quelque chose. Très souvent, on a un aspect de la spécialité qui nous plaît. Déjà, soit l'anesthésie, soit la réanimation, même si, comme je l'ai dit, on peut facilement sauter de l'un à l'autre. Et même dans les surspécialisations, on peut décider de sauter de l'un à l'autre au bout de 10 ans parce qu'on a l'impression qu'on a fait le tour. En général, on aime bien rester au début dans une spécialisation. On peut se spécialiser dans l'ALR, dans l'anesthésie loco-régionale. Il y en a des collègues, ils sont spécialistes de ça. Ils peuvent vous endormir le bout du doigt en faisant 2 piqûres, là où vous êtes en train de dire bon, alors comment je fais, si je vais peut-être endormir par ici ou par là. Donc on peut se spécialiser là-dedans. Il y a des collègues qui se spécialisent sur des anesthésies particulières. L'anesthésie pour la chirurgie thoracique, c'est assez spécifique, de la même façon pour la chirurgie cardiaque. Donc on a des collègues qui se spécialisent là-dedans. Dans les réanimations, il y a des collègues qui préfèrent se spécialiser sur la réanimation du cérébro-lésé. Il y en a d'autres qui préfèrent se spécialiser sur la réanimation cardiaque. Voilà, donc il y a toujours moyen de se surspécialiser comme on veut. Et puis maintenant, il y a la douleur, la consultation de la douleur. Il y a l'hypnose pour ceux qui veulent commencer à s'y mettre, qui commencent à se développer. Donc voilà, il y a plein de surspécialisations disponibles. Et quand on a fait le tour d'une et qu'on a envie de changer, on peut.